De lui avoir parlé et embrassé, je me suis dit que c'était le plus bel accouchement de toute ma vie. Ouais, donc du coup, t'as réussi à passer, en fait, finalement, d'un état de choc à un état super serein pour accueillir ton enfant. C'est ça. Grossesse, Conseils, ensemble, maternité, astuces, parentalité. La boîte à maman. Bonjour à tous, vous écoutez aujourd'hui un podcast de la boîte à maman, une belle initiative co-créée par moi, Aurélie, et moi, Laetitia, pour vous aider à bien vivre votre grossesse, votre maternité et vous accompagner dans vos premiers pas de parents. Alors bonjour et bienvenue à toutes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laetitia. Bonjour. Donc Laetitia, tu es maman d'une petite fille de 2 ans, tu es en couple, tu travailles, donc tu es comédienne, c'est ça ? Oui, voilà. Tout à fait. Tu vis dans la vallée d'Azergues, belle région, n'est-ce pas ? Aussi belle que le Beaujolais. C'est ça, merci. Et tu as 36 ans. Et aujourd'hui, en fait, je t'ai fait venir parce que je souhaitais qu'on discute ensemble de ton accouchement et de comment ça s'était passé pour toi le retour à la maison. Oui. Alors, moi, j'ai vécu un accouchement post-terme. Je sais pas comment. En fait, t'as été déclenchée. Voilà. En gros, le jour où elle devait sortir, il se passait rien de spécial. Et du coup, on a été donc à l'hôpital. J'ai été auscultée avec le monitoring et ils m'ont dit on va vous déclencher et ce sera sûrement une césarienne. Et là, j'ai fait ah bon, mais comment, mais pourquoi ? On m'avait pas dit que ça serait ça ? Toi, tu avais préparé ton accouchement en amont ? Ouais, j'avais préparé mon accouchement avec Émilie Gibert au cabinet de sage-femme à Ternant. Mm-hmm. Et vraiment, le bébé était placé avec la tête en bas. J'avais pas de problème d'étroitesse de bassin. Enfin, il y avait aucun, entre guillemets, problème qui laissait sous-entendre que t'allais potentiellement avoir une césarienne. Voilà, du coup, je m'étais pas du tout informée sur la césarienne en me disant bon, c'est cool. Ça va être par voie basse, c'est naturel, toutes les petites injonctions qu'on aime bien. Et du coup, quand on m'a annoncé, après le monitoring, comme j'étais post-terme, que j'allais être déclenchée et sûrement finir avec une césarienne, j'étais en gros bad, gros pleurs, grosse angoisse, grosse peur. Je me sentais nulle, que j'allais pas accoucher par voie basse, c'était pas naturel, que mon ostéo arrêtait pas de me dire qu'il fallait surtout éviter d'être déclenchée par rapport aux hormones d'ocytocine, l'hormone d'attachement avec le bébé, que sinon c'était un peu compliqué, qu'on pouvait rattraper, mais que c'était pas simple. Et du coup, j'avais tout ça en tête. Mm-hmm. Et évidemment, avec les hormones, l'accouchement qui s'approche, oui. gros bad. La panique a dû s'installer. Panique intégrale, mon compagnon qui me rassurait, j'écrivais des textos à ma meilleure amie, c'est pas possible, Noémie, ils vont me déclencher, puis en plus ça va finir en césarienne, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi penser. Du coup, grosse panique, grosse inquiétude et déception. Mm-hmm. Ça, c'est ce que j'ai ressenti dans l'immédiat. Alors toi, quand tu as préparé ton accouchement, tu t'étais mise en tête que t'allais accoucher par voie basse ? Ouais. De manière naturelle, enfin, tu avais un projet un peu précis ? Non, moi j'avais pas de projet précis parce que je suis très heureuse de savoir que j'ai une équipe à mon service s'il y a le moindre problème. Mm-hmm. Moi, je voulais pas mettre... En fait, j'avais des peurs, je pense, qui tiennent à moi, hein, oui. Qui fait que j'avais besoin d'avoir une équipe médicale sous le coude s'il y avait le moindre pépin. Et après, je suis très heureuse que la péridurale existe et je me disais que c'était trop dommage de souffrir alors qu'on avait cette belle possibilité-là. C'est mon avis, hein. Ouais, bien sûr. Du coup, je m'étais dit, ok, moi je prendrai la péridurale, ce sera par voie basse, c'est cool, et j'avais ça en tête. D'accord. Je me disais qu'il pouvait y avoir des imprévus, mais je me disais, y a pas de raison. Oui, parce que il y avait pas de signal particulier sur le fait que... Il y avait aucun ouais, c'est ça. D'accord. Et donc, arrivé à l'hôpital, quand du coup t'as appris que t'allais finalement finir en césarienne... Déclenchée et césarienne... Un petit choc quand même. Le petit choc et grosse frustration, grosse déception. Vraiment, c'est ce que j'ai ressenti fort en me disant ça va être nul, ça va être pourri, que des choses comme ça en tête. Ouais, pas facile. Alors après, la césarienne se passe, j'imagine. Alors déjà, ils me déclenchent avec l'espèce de tampon qu'ils insèrent dans le vagin là, avec le produit qui fait que ça peut déclencher parce qu'ils ont quand même tenté jusqu'au bout de faire sortir le bébé par voie basse. Si c'était pas dangereux pour le bébé. Ils m'ont dit, on va tenter quand même jusqu'au bout, mais vous faites pas trop d'illusions, ça risque d'être sur une césarienne à 95%. D'accord. Et donc, cette espèce de tampon pour déclencher m'a pas fait grand-chose.
Donc je suis restée comme ça toute la journée, même jusqu'au soir. Ensuite le soir ils m'ont refait un monito et en fait le rythme cardiaque du bébé était pas très bon, elle supportait pas très bien les petites contractions du tampon. Et du coup ils m'ont dit c'est pas génial, on va peut-être passer en salle de travail avec la perf pour déclencher un peu plus fort toutes les demi-heures. Vous savez ils augmentent le produit pour que ça fasse des grosses contractions de plus en plus fortes pour tenter de faire sortir le bébé. Sauf que moi j'ai pas eu de bol, mon col s'est jamais ouvert. La sage-femme me disait, je peux même pas passer le petit doigt. Ah oui. Et votre fille ne supporte pas les contractions, donc ça sent pas bon. J'étais là, super. Génial, on va au bout. Enfin, moi, je jonglais sur la table à chaque fois qu'ils augmentaient les doses. J'ai vomi de douleur, enfin, sympa. Et ensuite, ils sont venus me faire la péri. Et là, j'ai dit, mais alléluia, comme c'est génial la péridurale. Merci. Merci. Ouais. Surtout qu'a priori, quand on déclenche et que les perfs, les contractions, elles sont très violentes d'un coup et t'as pas la graduation en fait c'est ça. De quand ça se déclenche naturellement. Quoi. C'est ça, ouais. C'est vraiment, c'est assez violent, ouais. Mais la péridurale m'a fait me dire, c'est génial la péridurale. Et puis là, ils m'ont dit, non, là, c'est vraiment pas cool pour le bébé. Donc là, on vous fait une rachie et puis on part au bloc. Et j'ai fait, ah bon, ça y est, c'est maintenant. Et du coup, j'ai été prise de panique, et puis avec tous les produits que j'ai eus pour anesthésier, je commençais à être super tremblante, je pense, de peur et de cachetons. Et de cachetons, je pense. Et du coup, j'étais dans un état assez, pas second, j'exagère, parce que je pense que j'avais une conscience qui était basée sur il faut qu'elle sorte et que ça aille bien. J'étais basée là-dessus, mais je me sentais quand même assez droguée, quoi. Je me sentais pas dans mon état normal, naturel. Et du coup, on est parti au bloc, du coup, sans le papa. Ça non plus, j'avais pas prévu le coup. Oui. Grosse panique. Et là, il y a une nana, je sais pas comment elle s'appelle, mais celle qui s'occupe de la maman, qui reste à la tête de la maman. Oui. J'ai oublié. Ça doit être une sage-femme ou une auxiliaire puère. Peut-être une auxiliaire. Je lui ai dit, là, j'ai très très peur, je crois qu'il faut que je vous tienne la main. Et du coup, elle m'a tenu la main. Après, je sais pas si c'est elle ou une autre, parce que du coup, j'avais pas les idées très claires, qui me dit, si ça va pas, on peut pas vous présenter votre bébé, et si ça va, on vous la présente. Et là, plus grosse peur de toute ma vie. Ils m'ont mis l'espèce de drap. J'ai rien senti, évidemment, parce que j'étais tellement, je pense, anesthésiée que c'était ok. Et ils m'ont tout de suite présenté ma fille, alors là... Soulagement. Gros soulagement. Et en fait, le fait d'avoir croisé son regard, de lui avoir parlé et embrassé, je me suis dit que c'était le plus bel accouchement de toute ma vie. Ouais. Donc du coup, t'as réussi à passer, en fait, finalement, d'un état de choc à un état super serein pour accueillir ton enfant. C'est ça. Quand j'ai vu que c'était ok, je me suis dit, en fait, c'est parfait. Tout va bien. Ça pouvait pas être mieux. Et ça, c'est beau de pouvoir faire ça, d'avoir la capacité, justement, de revirement, en fait, d'une émotion à l'autre. Ouais, mais vraiment, ça a été... vraiment, hyper soudain, quoi. Le revirement, ouais. C'est génial. Et après, le retour en chambre, alors, comment ça s'est passé pour toi? Alors, du coup, après, quand ils me l'ont présenté, ils m'ont dit, bon, alors, qu'est-ce que vous voulez faire quelque chose de spécial et tout? Je leur ai dit, peau à peau avec le papa, s'il vous plaît. Donc, ils l'ont emmené pour faire des petits examens obligatoires et assez nécessaires, je crois. Ouais, le test, l'aspiration, les graspings, enfin, vérifier ses réflexes. Exactement. Et du coup, en fait, à partir du moment où j'ai dit le peau à peau avec le papa, là, je me suis endormie. Littéralement et entièrement. Quand je me suis réveillée, j'étais en salle de réveil. Je sais plus si c'est la sage-femme ou l'auxiliaire, j'ai pas les termes exacts. Est venue avec le papa et ma fille, donc qui était en peau à peau avec lui. Et là, première tétée, comme une chef, impeccable. Du coup, je me suis dit, ça, c'est ma revanche sur le fait que j'ai accouché en césarienne. Et ensuite, le retour en chambre, avec ma fille, on s'est regardé hyper longtemps. Et c'était trop beau, je me suis dit que c'était trop parfait, en fait. Trop mignon. Ah ouais. Et puis du coup, l'allaitement s'est hyper bien passé. Elle t'était hyper bien. La montée de lait est venue super vite. Tout le monde me disait, oh là là, tu vas voir, ça fait trop mal, la montée de lait. Moi, personnellement, ça m'a pas... Je sais pas, ça allait. La tétée, j'ai pas eu spécialement mal. En fait, c'était super, je sais pas. Tant mieux. C'est vrai que pour certaines femmes, notamment moi, ouais. qui les tétons ombiliqués, du coup, le fait d'avoir les tétons ombiliqués, en fait, c'est les tétons qui rentrent à l'intérieur du sein, en fait. Ils sont à l'inverse. Donc quand tu es enceinte et que t'as les seins qui grossissent, les tétons ils sortent et déjà les ligaments qui tirent dessus, enfin c'est pas des ligaments mais
enfin en tout cas ce qui permet que ça le maintienne à l'intérieur, Oui. le téton, ça ressort en fait, donc ça c'est déjà un peu travaillé, ça prend de l'élasticité, mais quand le bébé il tire sur des tétons qui sont ombiliqués, c'est horrible. T'as l'impression que t'as des couteaux donc ça fait très mal. Donc pour certaines femmes effectivement ça peut faire mal. D'accord. Pas forcément que pour le téton ombiliqué, aussi peut y avoir une sensibilité, puis parfois simplement aussi la manière dont on gère la douleur. Ouais. T'as des gens qui, comme moi, sont plutôt douillets, qui ont une tolérance plutôt minime à la douleur, puis t'as des gens qui ont une bonne tolérance, et je pense que là-dessus, effectivement, on n'est pas égaux. Ouais, non, c'est ça. Et que la nature, elle nous fait chacun avec une tolérance à la douleur, et que pour C'est ta ça. part, ça s'est bien passé sur l'allaitement, et tant mieux. Ouais. Et tant mieux. Et tu disais que cet allaitement, en fait, qui se passait super bien pour toi, c'était la revanche sur la césarienne, parce que t'avais encore en tête qu'on t'avait pris ton accouchement. Enfin, Exactement, ouais, il y avait cette idée-là. Et d'ailleurs, c'est resté quelques jours ou quelques semaines un peu en tête, tu vois, le côté ah merde, t'as accouché comment? Ah, déclenché et en césarienne. Ah, c'était pas par voie basse, c'était pas naturel. En fait, je me disais purée, mais ça continue en fait. Mhm. C'est passé, mais on m'en reparle comme si c'était quelque chose de pas normal et de moins bien. Mhm. Comme si c'était dévalorisé en fait. En fait, je pense que la vision sociétale finalement de la césarienne, c'est de dire C'est ça. C'est pas un accouchement naturel. Après, c'est le cas, c'est un accouchement médicalisé. Mais ça reste un accouchement. S'il n'existait pas, ma fille aurait pu être morte ou Et moi. toi aussi, ou... oui, je pense Tu vois. effectivement. Après, c'est sûr que quand il y a un recours à la césarienne nécessaire, c'est clairement une bonne chose. Il faut qu'on puisse faire naître le bébé en s'assurant que la maman, elle reste en bonne santé, et voilà. Il vaut mieux ça que de perdre les deux, ça c'est sûr. Ah bah ouais, ou un des Clair, deux, ouais. c'est clair. Après, je pense que du coup, sociétalement, on se dit elle a pas accouché naturellement, donc c'est vrai que je te rejoins là-dessus. Il y a un regard un peu négatif. C'est ça, péjoratif, ouais, c'est vraiment dévalorisé, je Mais trouve. je pense qu'il faut bien garder en tête que Oui, t'as quand même donné naissance. Voilà, c'est ça. Et que finalement, c'est ce qu'il faut retenir de cette expérience-là, c'est que t'as donné la vie, t'as donné naissance à ton enfant, peu importe la forme que ça a pris, au final, l'intérêt c'est d'avoir pu donner naissance à son enfant, qu'elle soit là, et que vous partagez aujourd'hui de super moments. Enfin, en tout cas, de ce que tu me dis, comme t'as réussi aussi à faire cette manipulation émotionnelle juste au début, en fait, quand t'as accouché, tu t'es permise d'accueillir ton enfant parce que Ouais. t'as aussi vécu ça comme sa naissance, Ah finalement. bah complètement, ouais. Ouais. Et ça, je pense que c'est vraiment un des secrets pour bien vivre sa césarienne, c'est-à-dire d'arriver à passer sa peur de l'opération, du moment qui peut nous être volé, ou entre guillemets, ou C'est ça. qui s'est pas déroulé comme on l'attendait, donc de pas contrôler finalement, de perdre le contrôle, donc d'accepter de perdre le contrôle. De lâcher prise. Voilà, de lâcher prise, tout à fait. Et puis en faisant ça, finalement, on a les bras ouverts et le cœur ouvert pour accueillir son enfant. Exactement. Enfin, pour moi, ça demande aussi une bonne gestion de ses émotions, de bien se connaître, finalement, de se connaître de l'intérieur. Et je me demandais, est-ce qui, toi, t'avait permis aujourd'hui, en fait, de te connaître de cette manière-là? Oui, bien sûr. Alors, ça fait 9 ans que je suis en thérapie avec ma psy. Honnêtement, ouais, si j'avais pas eu accès à ça depuis tant d'années, de prendre le temps, de traverser des émotions et de me connaître de mieux en mieux, je sais pas quelle image employer, mais de retirer les couches d'oignons Qui englobait ton cœur. Ouais, c'est ça, de système de défense qu'on se crée, qui fait qu'on n'est pas tout à fait, on peut pas tout à fait véritablement montrer son trésor intérieur, son soi vrai. Si j'avais pas accès à ça, je pense que ça aurait été compliqué, ouais, à gérer. Je comprends, et c'est sûr que, enfin, c'est une invitation pour les futurs parents à peut-être aussi se poser les questions avant de mettre au monde un enfant, dans quel état émotionnel je suis, parce que ça permettra de bien traverser aussi cette épreuve de la parentalité, parce que c'est un gros chamboulement, hein, quand on arrive justement à mettre au monde un enfant, ça chamboule une vie, ça chamboule un cœur, ça change tout. Tempête émotionnelle. Voilà. Mais beau, mais en même temps difficile. C'est ça. Après, je sais pas si je t'apporte cette information ou pas, on verra, tu me diras. Quand on est enceinte, en fait, on a tout un tas donc on a un système hormonal qui se met en place, qui va t'aider, en fait, toi, la future maman, à enlever le couvercle, en fait, de toutes les émotions que tu avais gardées bien au chaud à l'intérieur et que tu avais pas pris le temps de voir ou pas pris le temps de traiter. Et donc ce couvercle saute pendant la grossesse, c'est hormonal, c'est-à-dire que tu n'as pas le contrôle là-dessus, et c'est pour ça que souvent on retrouve des terrains émotionnels compliqués quand on est enceinte, des questionnements qu'on avait oubliés et qui du coup font que la grossesse ou l'accouchement ou
la maternité après peuvent être compliquées. Est-ce que tu avais connaissance, toi, de ceci? En tout cas, d'entendre les expériences et le vécu de mes amis autour de moi, qui ont eu des bébés avant moi. J'avais conscience que ça réveillait des trucs un peu plus forts, mais en même temps, d'être déjà en travail sur moi, avec ma psy, j'avais déjà un peu accès à tout ce qu'il y a sous cette cocotte, comme de ce qu'il y a sous le couvercle, en fait. Du coup, la période de grossesse a pas été si virulente. Enfin, je l'ai pas sentie plus forte que 3 ans en arrière où j'étais déjà en travail parce que je soulevais déjà le couvercle. Du coup, donc en fait, émotionnellement, je continuais juste à le soulever, quoi. C'est ça. Émotionnellement, t'étais déjà en travail et en recherche d'équilibre finalement. Ouais, c'est ça. Exactement. De laisser sortir et du coup, la grossesse pour toi, c'est plutôt. C'était une continuité. Voilà. Super. Et donc après, quand t'es arrivée et que t'as accouché, t'as eu cette capacité à revirer. Voilà, cette capacité à revirer et en même temps, le fait d'avoir après son petit bébé à la maison chez soi, ça met aussi quand même face à des trucs, à des émotions assez pareil violentes ou à des émotions assez intenses, quoi. Des fois qu'on n'arrive pas, en fait on n'arrive pas à faire de lien avec pourquoi on ressent ce truc-là, alors que ça tout vient va mettre bien. en résonance en fait. Ouais, voilà, merci. Qu'est-ce que ça vient remettre en résonance exactement? Je pensais ne pas voir ma psy pendant 2-3 mois parce que je pensais cocooner à la maison, en plus c'était en hiver et tout. Sauf que 3 semaines après la naissance de ma fille, j'ai vite rappelé ma psy parce que j'avais besoin, il y avait trop de choses qui résonnaient justement. Et j'avais trop besoin de reprendre le travail assez vite. J'avais vraiment besoin, j'ai appelé ma psy, je lui ai dit, là, il me faut un rendez-vous, il faut vraiment que je te voie. Ah, c'est sûr qu'après, le retour à la maison, du coup, on arrive avec son enfant, donc, dans l'univers qu'on avait créé avant lui. C'est ça. Dans lequel on a fait une place pour cet enfant, évidemment, puisque tout le long de la grossesse, finalement, on prépare son cocon. On a cette expression, de dire on prépare le cocon. Donc vous avez certainement avec ton conjoint préparé le cocon pour cet enfant. C'est ça. Mais après c'est un cocon qu'on conçoit aussi avec l'imaginaire, avec le bébé imaginaire qu'on s'attend à avoir et qu'on se dit tiens je vais le poser dans ce cocon là chez moi. Mais le cocon qu'on a fait ou qu'on a préparé avec son conjoint, parfois il correspond pas forcément parce que cet enfant tu le connais pas. Tu connais pas sa personnalité, tu connais pas quel être humain c'est en fait. Exactement. Donc tu le découvres. Et là, c'est le deuxième effet qui se coule. Après l'accouchement, il y a le retour à la maison. Tu te dis, mince, en fait, j'avais projeté, j'avais prévu, entre guillemets, un bébé qui ressemblerait à ça, ou qui aurait ces traits de caractère, et en fait, je me rends compte que j'ai aucun contrôle non plus sur quel enfant j'ai entre les mains. Et là, un deuxième exercice qui était proposé de lâcher prise, finalement, et un deuxième travail émotionnel, parce que, tu vas rencontrer un autre être humain, qui en plus sait pas s'exprimer. Donc ça va être à toi d'arriver à comprendre au-delà des mots parce qu'il en a pas ses besoins et tout ça, et de vivre cette dépendance intense en fait aussi. Donc ça va être à toi de vivre tout ça. Et là c'est le deuxième travail émotionnel et je pense que c'est pour ça que t'as ressenti aussi ce besoin de continuité de travail sur toi parce que effectivement t'as eu plein d'émotions qui se sont présentées à toi d'un coup dont t'avais pas forcément connaissance et à laquelle il fallait trouver un sens pour que ça se reproduise pas si c'était une émotion par exemple qui t'a semblé inadaptée ou une réaction inadaptée pour toi en tout cas, pour pas que ça se reproduise et que tu te sentes bien dans la relation avec ton bébé. Et du coup dans ce retour à la maison, je voulais te demander si tu es d'accord pour répondre bien sûr, comment ça s'est passé avec ton conjoint aussi, comment vous avez réussi à créer une unité familiale finalement? Alors déjà, la maternité, quand on a une césarienne, moi je suis restée 6 jours. Donc déjà, toutes les auxiliaires sont super occupées parce qu'elles sont trop peu nombreuses. Enfin, on connaît les problèmes des hôpitaux et des maternités, c'est ça. Le manque de personnel, blabla. Et c'est terrible d'ailleurs. Comme j'avais donc cette cicatrice avec ces agrafes sur la cicatrice de la césarienne, je pouvais pas faire de torsion. En tout cas, le jour 1 et 2, c'était compliqué. Je pouvais pas me faire de torsion pour attraper mon bébé et la mettre au sein quand elle pleurait. Du coup, je la gardais beaucoup sur moi, mais des fois, j'avais besoin de souffler, voilà. Et du coup, c'est vrai que parfois, le tout début, quand j'avais vraiment mal, mon compagnon a pas pu rester parce qu'il fallait réserver les couchettes en avance. Ouais. Elle m'a dit, sinon, il peut rester, mais il y a le fauteuil. J'ai fait, ah bon.
C'est un peu raide pour dormir. C'est un peu raide, surtout quand t'es bien fatigué et que ton accouchement a eu lieu à 3h moins 20 du matin. Et quand tu retournes dans ta chambre à 4h, 4h30. Du coup, parfois, j'appelais les auxiliaires avec le téléphone et elles étaient tellement occupées qu'elles pouvaient pas rappliquer dans la seconde, quoi, ni dans les 5 minutes. Que du coup, j'avais trouvé un système, je m'étais hyper organisée. Enfin, j'ai trouvé mon organisation en attrapant mon bébé par la gigoteuse. Et je la soulevais avec la gigoteuse grâce au trou qu'il y avait vers les bras. Et je la soulevais comme ça pour pas trop faire de torsion. Un peu comme une grue, mon bras. Et hop, et je l'attrapais. Heureusement, elle était toute petite et pas très lourde. 2,9 kg, je crois. Je me débrouillais tant bien que mal. Et ensuite, les autres jours, le papa donc passait nous voir tous les jours. Mais il allait aussi beaucoup à la maison, il faisait des courses, il faisait le ménage, pour que quand on arrive, en fait, tout soit nickel et pour qu'on soit bien, en fait. Donc il naviguait entre la mat et la maison tous les jours. C'est vrai qu'on pense pas trop au retour à la maison quand on a une césarienne, parce que ça reste une opération, quand même. Ça reste une opération. Et à mon sens, c'est un peu, du coup, différent le retour à la maison aussi, parce que tu dois t'es en convalescence, toi, en fait, finalement, puisque tu viens d'être opérée. Et t'as à charge, du coup, ce petit bébé. Et du coup, comment vous avez réussi à prendre en compte, en fait, toi, le besoin de ton corps de se remettre de cette opération et justement ton bébé qui avait lui aussi des besoins? Alors moi, j'ai la sage-femme qui est venue me voir à la maison assez rapidement, du coup, comme j'avais eu une césarienne. Elle me disait, le seul truc que vous pouvez porter, la seule chose un peu lourde que vous pouvez porter, parce que normalement, on est censé rien porter, elle m'a dit, c'est votre bébé, c'est tout. Elle m'a dit vraiment... Et le délai, c'était quoi? C'était 1 mois, non, c'est ça? Non, je pouvais tout de suite porter ma fille. Non, mais la durée sur laquelle t'avais pas le droit de porter, justement. Ouais, c'est ça, c'était à peu près... J'ai pas de souvenir précis là-dessus, mais oui, ça devait être ça, à peu près. Sûrement. De mon époque, c'était 1 mois. Je me souviens rien plus précisément, mais en tout cas, elle m'a dit, vous portez que votre bébé. Sinon, le reste, rien du tout. Pas le sac à langer, pas les sacs de granules pour remettre dans le poêle à granules. Non. Moi, elle m'avait dit, votre bébé ou une bouteille d'eau. Ah bon, ça va. La bouteille d'eau, elle me l'avait pas dit. C'est le même poids, a priori. Ouais. Sacrée bouteille d'eau. Non mais du coup, oui, pardon. Donc comme j'allaitais ma fille, la nuit, donc évidemment, les premières semaines, on est réveillé assez souvent quand même. On faisait, donc ma fille était en cododo à côté de moi, à ma gauche. Et en fait, mon compagnon se réveillait autant que moi, parce que souvent, il fallait qu'on la fasse rôter parce qu'elle régurgitait beaucoup le lait. Du coup, souvent, je l'allaitais, et c'est lui qui la prenait comme ça sur ses jambes. Ouais, pour la tenir un peu plus droite. Ouais, voilà. Pour qu'elle puisse être bien, parce que comme elle régurgitait, ça lui faisait un peu mal, et elle était pas très confortable. Du coup, il prenait beaucoup le relais là-dessus. Et parfois, c'est même lui qui la prenait qui la récupérait dans le berceau de cododo, et qui me la mettait au sein. Et puis, ça, c'est le souvenir que j'ai, c'est que il s'occupait des courses et du ménage. Moi, je faisais rien, je crois. Rien, tu t'occupais de la petite, quand même. Voilà, enfin, je veux dire, en termes de tâches ménagères ou quoi, je faisais pas grand-chose. Donc, il t'a permis, en fait, de rester focus uniquement sur le bébé, en fait. Ouais. Pas uniquement, mais beaucoup. Ouais. Après, il y a peut-être plus cuisiner des plats, parce qu'en fait, il était beaucoup présent, je crois, les 8-10 premiers jours, sachant que j'étais déjà restée 1 semaine à l'hôpital. Et après, il a recommencé le travail assez vite, parce que... La fin du congé paternité, peut-être, non? Alors, du coup, nous, comme on est intermittent du spectacle, c'est hyper compliqué, le congé paternité. Du coup, il s'est même pas penché sur le dossier, et moi, j'avais pas envie de le faire à sa place du tout. Et du coup, quand il était pas là, vraiment, j'essayais de pas trop faire de choses annexes. Je le faisais quand même, mais j'essayais de le limiter, genre aller faire une machine à laver pendant la sieste de la petite au lieu de dormir avec elle, des choses comme ça. Et surtout, quand on m'a retiré les agrafes, j'avais une peur bleue de ce truc. Je me disais, oulala, mais ça va faire mal, oulala, mais c'est trop bizarre, oulala, mais si ça se réouvre, mais comment on va faire? Je crois qu'on a toutes la même peur, parce que moi, c'était pareil. J'étais en mode, mais je tremblais, j'étais morte de trouille. Et l'infirmière, elle me dit, posez-vous sur le canapé. Je lui fais, mais attendez, il faut que je vous dise, j'ai vraiment trop peur, là, en fait. Elle me dit, c'est pas grave, ce qu'on va faire, c'est que, regardez, moi, je vais utiliser cet outil. Elle m'a tout montré, expliqué. Elle m'a dit, je vais retirer une agrafe tout doucement. Si ça va pas, je reviens demain, on se prend pas la quiche. Franchement, vous me dites.
Et du coup, elle en a retiré une seule tout doucement, en me disant « Est-ce que ça va ?» Je lui ai dit « J'ai rien senti », elle m'a dit « Bon, bah je continue, puis vous me dites ». Donc elle y allait super doucement, elle a été hyper douce. Et en fait, elle m'a dit « Vous voulez que je m'arrête maintenant ? Je reviens demain ?» Je dis « Non, bah c'est bon, allez-y. » Et en fait, ça m'a pas fait mal. Elle m'a hyper rassurée, elle était hyper gentille. Bah ça c'est cool. Après ce que j'entends beaucoup dans ton témoignage aussi, c'est que ça soit en fait au moment où t'as accouché et que t'as eu peur, ou là au moment où t'as enlevé dû enlever les agrafes. Donc t'as mentionné finalement aux personnes qui t'entouraient que t'avais peur. Ouais, je l'ai dit, ouais, je l'ai formulé. Et du coup tu par la même occasion as demandé de l'aide. C'est ça. Que tu as reçu. Ouais, de la douceur et de l'accompagnement. Voilà. Et finalement, je crois aussi que c'est quelque chose qu'on n'ose pas trop faire. Ouais. Et que j'aimerais qu'on retienne bien de ton témoignage aussi. C'est que les émotions, c'est compliqué, c'est sûr. Ça demande, nos histoires personnelles, nos parcours, et aussi, comme tu le disais au début, les injonctions sociétales qu'on porte quand on souhaite devenir mère. Tout ça, c'est compliqué à gérer et ça demande un travail en amont et le fait de lâcher prise et s'extraire un peu de tout ça. Mais je pense que quand on fait ça, du coup, on se donne aussi la permission d'exprimer nos émotions. Ouais. Et quand on demande de l'aide, généralement, on s'aperçoit qu'on en reçoit, au final. Et que les gens portent chacun de la bienveillance et que si on questionne, si on dit, bah voilà, moi là, je suis dans une situation où je suis pas bien, j'ai peur, ou j'ai une émotion qui est désagréable, je la partage avec toi. Est-ce que tu peux m'aider ? Et en fin de compte, on reçoit quasiment toujours l'aide dont on a besoin. Moi, j'ai eu que des soignantes ou des soignants assez à l'écoute et vraiment bienveillants et très accompagnants, qui faisaient vraiment bien leur métier, quoi. Vraiment, j'ai une bonne expérience là-dessus, je suis assez contente. Et je voulais juste revenir sur le côté du fait j'ai peur d'avoir mal ou j'ai peur tout court. Je trouve qu'on demande beaucoup aux femmes d'être fortes, oui. D'accoucher, et c'est normal en fait, c'est naturel. Bah t'inquiète, toutes les femmes accouchent. Ouais, mais j'ai peur en fait, et puis j'ai peur d'avoir mal, et puis j'ai peur tout court en fait. Et je trouve qu'on nous permet pas, et on se permet pas du coup, comme on nous permet pas, de dire qu'on a peur ou mal, ou qu'on a peur d'avoir mal, ou qu'on... Enfin, je trouve que c'est une assez grosse injonction, ça aussi, sur l'accouchement en règle générale. Oui, clairement, parce que les époques antérieures, effectivement, c'était ça, c'était t'accouches, voilà, c'est bon, t'accouches dans la cuisine, ça y est, t'as donné la vie, c'est bon quoi. Rien que le nom de la salle d'accouchement, salle de travail. Ouais. J'ai envie de te dire, tu vas en chier, qu'est-ce que ça veut dire ? Et étymologiquement parlant, je crois que le travail c'était la corvée, le bagne ou la punition, enfin il y a un truc comme ça. Donc ouais. Oui. Je crois que c'est connoté de cette façon-là. C'est vrai que c'est un mot un peu barbare. Non mais c'est sûr que voilà, il y a beaucoup de demandes qui sont faites aussi aux femmes qui souhaitent être maman. Mais comme il y a aussi beaucoup de jugements pour les femmes qui ne veulent pas être maman. Enfin, je veux dire, ça a l'air d'être un passage obligatoire, la maternité, pour être une vraie femme, mais c'est pas le cas, en fait. Chacune décide de ce qu'elle a envie de faire. Et je crois qu'aujourd'hui, la proposition, c'est de s'émanciper, justement, de ce regard sociétal, et puis, en même temps, de s'autoriser à exprimer ce qu'on ressent, parce que je pense que c'est les clés qui font qu'on va être libre dans notre maternité et qu'on vivra bien. Parce qu'aujourd'hui, on a des modèles parentaux, qu'on nous donne comme ça à suivre, donc le parent bienveillant, à l'écoute de son enfant, papa, une maman, qui fait pas d'erreurs, qui s'alimente naturellement, qui utilise que Alors oui, c'est sûr que c'est la recherche de l'idéal. C'est aussi une certaine manière de dire j'offre le meilleur pour mon enfant, mais le meilleur qu'on puisse faire, c'est pas toujours le meilleur que les autres ont en tête en fait. Et ça, je pense qu'il faut s'autoriser à être finalement la maman qu'on peut être, ou le parent qu'on peut être en fonction de nos histoires, tout ça, en n'oubliant pas bien sûr d'être bienveillant et en n'oubliant pas son enfant là-dedans, parce que on peut pas dire non plus je fais les meilleurs moi-même, mais en se limitant, en faisant rien, en se disant je fais juste le meilleur, mais que ça soit pas suffisant, il faut que ça soit aussi suffisant pour répondre aux besoins de son enfant, quoi. Voilà, faut trouver le juste milieu, et je pense que effectivement dans ton témoignage, on sent bien aussi que t'as une bonne connaissance de toi-même, une bonne connaissance de tes limites, et que t'es dans le respect de ça. Et j'essaye au maximum, mais et du coup c'est ce qui te permet aussi de vivre une maternité épanouie au final. Bah ouais, je pense. Après, en tout cas t'as l'air d'être une maman épanouie. Ouais, ça va, franchement oui. Et puis je voulais juste revenir sur le côté aussi
moi, ça m'avait beaucoup marqué, mon ostéopathe qui me disait ah ouais, non, faut vraiment éviter d'être déclenché, hein, parce que l'hormone d'attachement, l'ocytocine, tout ça. Et je me disais, mais pourquoi il me dit ça? Ça me saoule. Enfin, ça me saoulait, c'était une injonction de plus. Je reviens là-dessus, désolée, mais c'était vachement fort pour moi qu'il arrête pas de me dire ça, parce que il est spécialisé dans les femmes enceintes et les nourrissons, et d'ailleurs, c'est un excellent ostéo. Mais à chaque fois qu'il me parlait de ça, ça me chiffonnait vachement, en fait. Et du coup, j'ai eu une césarienne, j'ai pas eu de problème d'attachement avec ma fille du tout, quoi. Enfin, vraiment. Alors après, l'ocytocine, c'est une hormone, donc c'est l'hormone du bien-être, effectivement. C'est l'hormone de l'attachement, et c'est une hormone qui se déclenche aussi par le contact physique. Donc, tu peux... Alors ça aussi, tu vois, c'est un cliché ou une attente de dire au premier regard, tu vas aimer ton enfant. Non. Au premier regard, on va dire, le contact, ton cerveau, il va mettre en route une batterie d'hormones, parce qu'il y aura la reconnaissance que c'est ton enfant, mais ça conditionne pas forcément l'amour, en fait, ni l'attachement. L'attachement, c'est quelque chose qui se crée, et l'hormone, l'ocytocine, elle est facilitante dans la connexion, en fait, que tu vas créer avec ton enfant. Elle est pas nécessaire, mais sûr. Elle est quand même un peu nécessaire, mais il y a d'autres moyens, en fait, de l'obtenir. Quand tu fais un câlin à ton enfant, par exemple. Prendre soin de lui, ouais. Quand tu lui parles, quand tu le chatouilles, quand tu as un contact avec ton enfant, quel qu'il soit, tu génères de l'ocytocine pour toi et pour ton enfant. Et d'ailleurs, à ce sujet... Et pour le papa aussi, d'ailleurs. Quand il observe ça, il crée de l'ocytocine. Exactement. Enfin, ou l'autre parent, en tout cas. On va clore maintenant, Laetitia. En tout cas, je te remercie vraiment pour ce témoignage, pour ce partage que tu as bien voulu faire avec nous. Et puis, écoute, je te souhaite une bonne maternité toujours épanouie, et puis une vie de famille agréable. C'est gentil, merci toi aussi. Et oui, je sais, c'est trop triste, ce podcast touche déjà à sa fin. En tout cas, merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. J'espère que cet épisode sur la césarienne vous aura apporté quelques pistes de réflexion. En tout cas, sachez que chaque petite action que vous faites pour nous soutenir est vraiment, vraiment très importante pour nous. Alors continuez à venir vous abonner sur notre page Instagram ou sur notre page Facebook. On a besoin de vous. Et puis partagez en masse, diffusez ce contenu. Ça pourra aider d'autres futures mamans. Je vous souhaite une bonne soirée et à très vite pour un prochain épisode. Grossesse, Conseils, Ensemble. maternité, astuces. parentalité. La voix de la maman. Bah oui, c'est la voix de maman.